Vous savez, j'ai eu énormément de retours positifs sur ma progression dans le Jiu-Jitsu pendant ces 2 derniers mois. En gros, on m'a dit que j'étais plus précis, j'étais plus fluide, que je connectais mieux les techniques et surtout que j'étais moins bourrin. Juste pour remettre un peu de contexte, quand moi j'ai commencé le Jiu-Jitsu, mes 2 qualités principales, c'était 1, ma force, 2, mon cardio. Ce qui est assez marrant parce qu'à un moment dans le Jiu-Jitsu, il faut bien savoir faire du Jiu-Jitsu. Et ouais, compter sur ses attributs physiques, c'est valable contre les gars qui sont moins expérimentés ou alors contre les gars contre les gens qui sont moins forts physiquement. Mais en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Jiu-Jitsu, ça a été inventé par un gars qui était le plus frêle de toute sa fratrie pour justement combattre les gens qui étaient plus forts que lui, plus gros, plus musclés, etc. La dernière fois, souvenez-vous, je vous avais parlé des systèmes et de l'impact que ça avait dans le Jiu-Jitsu. Cette fois-ci, je vous partage un autre de mes tips qui va vous permettre de gagner du temps dans le Jiu-Jitsu et je vais vous parler de la pratique délibérée. En fait, j'ai changé ma façon de voir le Jiu-Jitsu et maintenant j'essaye de réfléchir un peu plus comme un ordinateur. En fonction des situations dans lesquelles je me retrouve, j'essaye d'analyser la situation en question et de choisir l'option avec le meilleur ratio bénéfice-risque. Et en même temps, j'essaye de faire tourner le processeur un peu plus vite pour avoir moins de lag entre 2 décisions par exemple. Et puis même ma lecture de jeu. Le Jiu-Jitsu pour moi maintenant c'est qu'un ensemble de vecteurs force qui bougent un peu dans tous les sens et celui qui arrive à mieux les contrôler va gagner la partie. Et mieux contrôler ces vecteurs, ça se traduit par tourner avec plus de flow, tourner en utilisant mieux les techniques, tourner en utilisant mieux les leviers et en utilisant évidemment le moins de force possible. Et bonne nouvelle parce que tout ça, ça s'apprend. Ça a l'air peut-être un peu extrême vu comme ça, mais en fait c'est un raisonnement qui est assez basique et assez logique et ça s'appelle la pratique délibérée. Dans l'apprentissage, en fait, on va retrouver 3 grands courants. D'abord, le premier courant, ça va être la pratique simple. Ça va être le fait de répéter une tâche plusieurs fois, un grand nombre de fois, pour améliorer ses compétences. Basiquement, c'est le drill qu'on retrouve à l'entraînement, c'est pour ça qu'on vous fait répéter 50 fois la même technique. Mais ça, c'est de la pratique simple. Ensuite, complètement à l'opposé de la pratique délibérée dont on va parler aujourd'hui, on retrouve la pratique imposée. Et c'est le fait de forcer l'apprenant à pratiquer pour pouvoir s'améliorer. Et enfin, on retrouve la pratique délibérée qui correspond à un entraînement intentionnel et conscient. Dans les années 90, il y a un chercheur qui s'appelle Erickson et qui a déterminé que la pratique délibérée, c'était la façon la plus efficace pour un pratiquant d'atteindre son objectif. Et il a décrété que la pratique simple, c'était pas ce qu'il y avait de plus optimal pour arriver à son objectif. Ça veut pas dire que les drills ça marche pas, ça veut pas dire que répéter une action, ça va pas nous permettre de nous améliorer. Mais juste réfléchissez. Juste pour illustrer tout ça, ça c'est un clavier et vous êtes nombreux à utiliser ça tous les jours. Tous les jours vous écrivez des lignes et des lignes et des lignes. Du coup vous faites la même action un grand nombre de fois. Mais est-ce que c'est pour autant que vous écrivez plus vite ou alors que vous faites moins de fautes ? Et complètement à l'opposé de la pratique délibérée, on retrouve la pratique imposée qui en fait donne les moins bons résultats et qui peut même être contre-productif. Et dans ses recherches, Erickson a défini la pratique délibérée comme une méthode d'entraînement où l'apprenant va s'investir de façon consciente et intentionnelle pour suivre un entraînement planifié. Et vous allez mettre en place des stratégies qui vont vous permettre de progresser de façon continue, quel que soit votre domaine et quel que soit votre niveau. Ce que je trouve charmant dans cette méthode, c'est qu'un débutant pourra évoluer très vite et un expert pourra toujours parfaire sa technique, quel que soit son niveau. Et à force de vous entraîner comme ça, de façon intentionnelle et de façon délibérée, vous allez forcer des adaptations physiologiques et cognitives. Des adaptations physiologiques, ça va être tout ce qui va être force, endurance, rapidité, etc. Et les adaptations cognitives, ça va être par exemple la facilité que vous avez à choisir la meilleure option, ou alors à commencer et finir une tâche plus rapidement, ou même être plus précis. Tout ça, c'est des adaptations cognitives. Aussi, j'ai dit que c'était une méthode de progression continue. Au début, on est ici et on est un peu à l'état 0, c'est votre point de départ. Et ici, c'est votre objectif. Vous allez passer de l'état initial à l'état final en ciblant des éléments qui sont parasites et qui viennent nuire à votre performance. Et c'est grâce à ces corrections ciblées que vous allez vous améliorer plus vite et plus efficacement. Et vous allez me demander comment on fait pour mettre en place cette pratique délibérée. Est-ce qu'il suffit juste de penser son entraînement? Et pas que, presque mais pas que. Dans tous les articles que j'ai lus, il y a des points qui reviennent assez souvent. Premièrement, vous devez avoir un objectif qui doit être défini et réalisable, mais en même temps qui doit vous challenger un peu. Toujours dans cette optique de progression, on ne peut pas évoluer si on ne sort pas de sa zone de confort. Ensuite, il va falloir trouver un maître dans le domaine spécifique que vous visez. C'est important que ce soit un big boss parce que vous allez analyser ses performances et vous essayez de décortiquer de façon minutieuse comment il fait pour arriver
à réaliser ce que vous voulez faire vous. Après, le troisième point, c'est l'expérimentation. Vous allez à l'entraînement et vous essayez de réaliser votre technique pour voir si vous avez bien compris les choses. Cette partie-là va être hyper importante parce que vous allez devoir avoir un feedback de votre prestation à chaque fois. Un feedback, c'est un retour sur ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, comment vous êtes senti, comment votre adversaire s'est senti, etc. Et en fonction des retours que vous allez avoir, ça va vous permettre de planifier votre prochaine expérimentation, votre prochaine séance ou votre prochain randori par exemple. Un gros point positif à ce moment-là de la pratique délibérée, c'est d'avoir une banque de données, qu'elle soit physique ou numérique. Un feedback de votre partenaire par exemple, de votre coach, ou alors une vidéo internet, etc., etc. Une fois que vous avez identifié les actions parasites et que vous avez compris ce qu'il faut faire à la place, et vous allez mettre en place ces corrections à la prochaine occasion. Et enfin, il va vous falloir de la motivation, parce que c'est une méthode qui demande des efforts consistants et persistants. Il va falloir être dans un état de concentration maximale durant toute la durée de votre entraînement. En fait, on ne peut pas s'entraîner au hasard. Si vous voulez devenir bon dans le jiu-jitsu, pas un expert, pas être excellent, juste bon, il va falloir à un moment ou à un autre mentaliser un peu plus vos entraînements. On parle souvent du jiu-jitsu comme le jeu d'échecs humain. Mais qui réellement réfléchit comme ça quand il fait du jiu-jitsu? Si vous en faites partie, laissez-moi l'emoji d'un pion d'échec dans les commentaires. D'ailleurs, les échecs, c'est l'exemple parfait de la pratique délibérée. Que ce soit en compétition ou alors à l'entraînement contre des grands maîtres, les joueurs vont réfléchir de la même façon. Ils vont essayer d'anticiper les coups de leur adversaire. Et s'ils gagnent, leur réussite prouve que leur système fonctionne et qu'il est valable. Et s'ils perdent, au contraire, ils doivent étendre leur travail de recherche et de planification pour comprendre quelle partie du mécanisme a échoué et essayer d'apporter les modifications nécessaires pour gagner la fois d'après. Et à haut niveau, on retrouve ça dans quasiment tous les sports. Par exemple, au foot américain, ils vont analyser des vidéos de matchs en équipe pour essayer de comprendre d'une part quels sont les points faibles de l'équipe adverse, mais aussi d'essayer de déterminer quelles sont les failles, d'abord collectivement, de leur propre équipe, mais aussi individuellement, de chacun des joueurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné des pistes de réflexion pour progresser plus rapidement et de façon plus efficace. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, à nous donner vos avis. À chaque fois, c'est un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos potes du jiu-jitsu et n'oubliez pas de vous abonner. Et aussi, petite mise en action de la pratique délibérée pour ceux qui ont du mal à faire des finger locks. Jusqu'à maintenant, votre pouce ou votre curseur va trop loin et vous cliquez sur une autre vidéo. En fait, c'est sur le pouce bleu qu'il faut cliquer. Ah, d'accord. C'est bon? Vous l'avez? Dans la prochaine vidéo, on va voir comment s'abonner et partager une vidéo. À bientôt.